Tu ne peux pas être une célébrité et s'attendre à ce que les gens ne te critiquent pas et c'est que tout le monde soit d'accord avec tout ce que tu fais. C'est impossible, la célébrité va avec ça. Il m'a dit, j'aurais aimé trouver la femme de ma vie avant d'être connu. Parce que maintenant qu'il est connu, il n'arrive plus à faire la part des choses. Il a accès à beaucoup de femmes quand il veut, mais il n'arrive plus à savoir qui il peut vraiment épouser. C'est vrai que ça va faire mal, mais la musique n'est plus faite pour des illettrés. La musique n'est plus faite pour des pauvres. Ça ne veut pas dire que toi qui chantes, tu dois être forcément riche. Mais il faudrait un fonds, un gros investissement pour faire décoller un artiste aujourd'hui. De toutes ces choses que tu as accomplies, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Que ce soit professionnellement, personnellement, dans ta vie. Est-ce qu'il y a une chose dont tu es le plus fier? Là où je te parle, ma plus grande fierté aujourd'hui est que... Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission où on rencontre des personnes assez inspirantes pour parler de sujets autour du développement personnel, de la réussite, du succès, de l'argent, des relations, de tout ce qui peut nous permettre au quotidien de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand privilège de recevoir quelqu'un d'assez inspirant dans son industrie qui a pu accomplir énormément de choses, qui est limite une référence dans le monde de la musique guinéenne, je dirais, ou africaine même, parce qu'il a impacté non seulement en Guinée, en Afrique, et continue encore d'impacter en Europe aussi, parce que là, présentement, nous sommes en France, nous sommes à Paris. Donc, mesdames et messieurs, je me permets de vous présenter l'artiste, l'international, le grand baobab, Azaya. Comment tu vas, mon frère? Bonjour, mon frère. Ça va bien? Ça va très bien. Tu te sens bien? Ouais, très très bien. Je suis très ravi de pouvoir te recevoir ici afin de parler de sujets qui sont peut-être un petit peu hors de la musique aussi, pour des gens qui ne te connaissent pas en dehors de la musique, qui puissent découvrir un petit peu un aspect de toi, un aspect de personnalité de toi, un aspect entrepreneur peut-être de toi, un aspect humain de toi. On est très curieux de découvrir tout ça. Aujourd'hui, on va parler de choses que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre auprès de ce grand homme qui est là. Mais déjà, même si je sais qu'en Guinée, tu n'es pas à présenter, mais sur cette chaîne, on est suivi par énormément de personnes qui sont un petit peu partout dans ce monde. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Très bien. Je suis Kamisoko Mamadi à l'état civil, et connu sous le nom Azaya, artiste, chanteur guinéen, producteur et musicien. Okay. Voilà. Je suis diplômé en droit des affaires. Je suis de la 46e promotion de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Ok, tu as fait Symphonia, moi aussi. Moi aussi, ok. Je suis très ravi de te retrouver en tout cas ici et de savoir que... On a fait, entre guillemets, la même université. À l'époque, j'ai fait Symphonia aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce monsieur, c'est le monsieur le plus, entre guillemets, le plus écouté durant ces 10 dernières années en Guinée. Toutes les tubes, chaque année, on chante, on écoute quand même au moins un morceau à lui. Donc, c'est quand même un honneur parce que quand on parle de réussite, on est dans plusieurs écosystèmes. Ça peut être dans le business, ça peut être le développement personnel, ça peut être la musique. Mais voir quelqu'un qui est dans son industrie, qui parvient à plier le game, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui l'a mené à atteindre ce niveau-là. Lorsque les gens voient Azaya, ils voient l'homme à succès, l'homme à beaucoup de streams, l'homme qui est toujours au top. Mais beaucoup ne voient pas par quoi tu es passé. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de creuser un petit peu comment tu es passé de ça à ça. Quels sont les chemins, entre guillemets, sans forcément trop s'attarder là-dessus, mais quels sont les grands chemins par lesquels tu es passé. Donc aujourd'hui, tu es Azaya, le grand Azaya que tout le monde connaît. Est-ce que tu peux me parler du Azaya plus jeune? Ouais, j'ai passé toute mon enfance à Kankan, qui est la deuxième ville de la Guinée. Et... la ville de Karamo Sekouba, et là, Cheikh Fanta Madi Chérif, qui était un grand érudit, d'ailleurs le plus grand érudit de la Guinée. D'accord. Voilà. Donc, je suis natif de Kankan, j'ai été élevé par mes grands-oncles et ma grand-mère paternelle qui y vivait. Et j'ai étudié là-bas, j'ai appris la musique là-bas. D'accord. Voilà. Moi, je suis arrivé à Conakry en 2005 pour des raisons d'études universitaires. Donc, voilà un peu... De l'école à la musique, c'était un peu difficile à gérer. La grand-mère, elle voulait que... tu fasses des études. Voilà, elle était beaucoup plus concentrée sur mes études. Mais mon grand-oncle, lui, il était éminent musicien Balakala. Il a été d'ailleurs le fondateur du 22 Band de Kankan. D'accord. L'un des fondateurs du Horea Band aussi. National. Oui. D'accord, ok. Tonton Sekouba, il m'a parlé de ça, Sekouba Bambino, il m'a parlé de Horea Band. Voilà, donc le Horea Band a été créé à Kankan par mon grand-oncle, Ndiéti Balakala.
Donc, voilà, c'est un peu le résumé de mon enfance. Parce que toi, si je rebondis là-dessus, à la base, dès petit, tu voulais faire de la musique. Ouais, on est né dedans. Né dedans, c'est-à-dire? La famille dans laquelle j'ai grandi, et ils sont tous des musiciens. C'est une grande famille de griots à Cancan. D'accord. D'ailleurs, moi d'abord, personnellement, je suis issu d'une grande famille de griots. De mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon papa, ils ont tous été des griots, des musiciens. D'accord. D'éminents musiciens. Du côté de ma maman aussi, mon grand-père était un éminent musicien. Et c'est vrai, ma maman, elle n'a pas chanté, mais il y a eu des grands musiciens dans leur famille. Ok, c'est hyper important à savoir ça. Et toi, petit, toi qui fais des études, ta grand-mère d'une part veut que tu fasses des études et toi t'aimes bien la musique, est-ce que quelque part en toi, tu pensais que tu allais avoir ce succès que tu as aujourd'hui? Est-ce que depuis petit tu avais cette vision ou bien ça t'a surpris d'une certaine manière? J'ai toujours eu cette vision. J'ai toujours eu cette vision depuis tout petit, oui. Ça s'exprimait comment chez toi? Déjà, même pas la musique. Déjà, à l'école, c'était très brillant. D'accord. Voilà, toujours parmi les 3 premiers. D'accord, ça me parle, ça. Tu vois. Donc, mais la musique, c'était dans le sang. Tu vois. Il y a mon grand-père, mon grand-oncle qui me disait tout le temps, il m'appelait Petit Madou. Petit Madou, yeah. Ça veut dire Petit Mohamed. Lui, n'avait pas, il pouvait pas dire Mohamed, Petit Mohamed, il disait Petit Madou. Il m'a toujours dit, toi, il faut que tu chantes. Je sais que tu es très intelligent, tu joues à beaucoup d'instruments, tu as la facilité de jouer, d'apprendre les instruments. Mais il faut chanter. Quand tu chantes, tu auras tout. Lui, t'as dit ça depuis que tu étais petit. Et ça résonnait en toi quand même à ce moment-là? Ouais. Ok. Et est-ce que c'était dur de choisir entre la musique et les études? Parce que généralement, tu sais, les gens, ils sont soit bons en classe, soit bons dans le foot, soit bons dans la musique. Maintenant, être bon dans les deux, ça peut être un dilemme. Parce que d'un côté, il y en a qui disent « Ouais, mais fais la musique, t'as le talent. » D'autres aussi disent « Non, t'as de l'avenir sur le banc, continue, ainsi de suite. » Est-ce que c'était un dilemme pour toi ou pas? Bon, franchement, ça n'a pas été un dilemme parce que j'ai toujours rêvé étudier, finir les études, continuer ma carrière d'artiste et tout. Donc, depuis tout petit, j'avais cette vision de finir les études et de continuer à chanter, à jouer les instruments. Et tout, voilà. Donc, tu as été quand même au bout de tes études? Ouais. Jusqu'à, genre, tu as fini ta licence et tout ça? Oui. Ok. Ça me parle beaucoup parce que généralement, en fait, les gens, beaucoup de jeunes viennent me parler, entre guillemets, oui, moi je suis passionné par le foot, moi j'ai envie de faire l'entrepreneuriat, est-ce que je dois arrêter les études? Moi j'ai dit, non, n'arrête pas les études, va jusqu'au bout de tes études, ensuite la vie te dira quelque chose, mais le danger c'est de ne pas rester 100% que dans un seul truc. N'abandonne pas les études que pour ton activité à côté et n'abandonne pas aussi ton activité à côté que pour les études. Tu peux faire les deux et plus tard tu ne sais pas quelle porte la vie peut t'ouvrir, tu vois. C'est vrai. Et surtout avec l'industrie musicale actuelle, l'industrie musicale moderne. Moi, souvent, je le dis à mes amis, je dis, c'est vrai que ça va faire mal, mais la musique n'est plus faite pour des illettrés. La musique n'est plus faite pour des pauvres. En fait, ça ne veut pas dire que toi qui chantes, tu dois être forcément riche. Mais il faudrait un fonds, un gros investissement pour décoller, pour faire décoller un artiste aujourd'hui. Et il faut vraiment que l'artiste ait un certain niveau, le minimum de connaissances, de savoir pour pouvoir vraiment mettre en valeur son talent. Tu vois, par exemple, passer sur des grands plateaux et faire des interviews, des trucs, si tu n'as pas un certain niveau, tu seras obligé de t'exprimer toujours dans les langues nationales et tout qui n'auront pas beaucoup d'impact. C'est vrai ça, parce que généralement, moi, c'est ce que je dis. Si un artiste ose avoir les couilles pour s'asseoir devant moi, c'est qu'il a confiance à lui, tu vois. Ah, tu vois, non. C'est ce que je dis, parce que tout le monde n'ose pas. Il y en a, tu vas les inviter, mais ils ont peur un peu. Parce qu'ils se disent, mais et si je parle pas bien? Après, moi, je suis tellement à l'aise avec ça, tu vois. J'ai eu tonton Sekoba Bambino, il a pas fait de grandes études, mais on était très à l'aise parce que le plus important aussi parfois, c'est que le message y passe et qu'on puisse communiquer. Mais ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens où avoir une base, un minimum quand même, c'est très important pour pouvoir te défendre et défendre un peu ce que tu mets en avant. À quel moment, parce que je sais, même si tu es passionné par la musique, est-ce que d'ailleurs, ma question c'est, est-ce que tu as grandi dans une sorte d'abondance en Afrique, financièrement? Est-ce que c'était facile plus jeune ou est-ce que c'était plutôt difficile? Bon, franchement, nous, on n'a pas eu assez de difficultés. Financièrement? Genre, tu étais dans une famille plutôt aisée? Voilà.
Bon, disons, plus ou moins. Ok. Parce que le grand-père, il y avait beaucoup de musiciens, de chanteurs, il y avait des événements, il faisait des mariages, des mini-concerts dans les différents villages et tout. Donc, ça lui permettait de parvenir aux besoins de la famille, des enfants, à tout ce qu'on demandait, on avait tout, on lui donnait tout. Ok. Donc, vous étiez quand même plutôt pas mal financièrement. Ouais. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui te donnait, toi, cette rage de vouloir réussir? Bon, vous savez, il y a juste un moment que nous avons traversé lorsqu'on était tout petit à la maison. C'est que nos grands frères sont tous partis. Ok. Et le vieux s'est senti abandonné, isolé, il n'y avait plus personne. Et c'est en ce moment, nous, on grandissait. Il nous a dit, bon, restez là, que personne ne voyage, que personne ne part nulle part. Restons là. Il nous a appris les instruments, il nous a dit, bon, il nous a imposé. Il nous a dit, bon, toi, tu joues ça, toi, tu joues ça, toi, tu joues ça. Donc, on est resté là. On est resté là pour, bon, nous, on appelait ça chercher la barakat. C'est comme ça, on dit. Oui, la bénédiction. La bénédiction. Yeah. Donc, on est resté auprès du vieux jusqu'à ce qu'on a grandi. Moi, j'ai connu mes parents presque en 98 ou 99. C'est vrai? Oui, 97, tes propres parents? 98, oui, mon père, ma mère. D'accord, parce que tout ce temps, tu as grandi avec ton grand-père. J'étais avec ma grand-mère et son petit frère, mon grand-oncle. Donc, j'étais avec eux et le vieux nous a encadrés, on est resté là. Okay. Donc, ça a été un petit blocus pour nous, mais ça nous a permis d'acquérir tellement de connaissances, d'avoir des bénédictions et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Ça me parle beaucoup. Voilà, à part ça, tout était bien. Okay. Et on a toujours pensé un jour rendre fier le vieux, même s'il n'est pas vivant, mais qu'il soit fier de nous là où il est. Et c'est ce qui nous a tous poussés. Et ce n'est pas moi seul. Hein. Et je vais te dire que tous les enfants, tout notre groupe qui étaient là, qui étaient restés à la maison, nous qui sommes restés à qui ont cherché cette bénédiction. Ils sont tous devenus des grands musiciens aujourd'hui. Ok. Vraiment une grande famille de musiciens, quoi. Ouais. Ok. Et il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Je sais que c'est quelque chose qui fait chaud, mais sur les réseaux sociaux, parfois on te voit même comme un comédien parce que tu fais beaucoup de blagues par rapport au regard des autres. Ouais. Et comment tu fais, entre guillemets, pour être si à l'aise avec le regard des autres, sachant que quand on est un artiste, on a des ennemis aussi de temps en temps, des gens qui ne nous apprécient pas, qui essaient de se mêler un peu de notre vie privée. Comment tu fais pour trouver la force nécessaire de prendre tout ça en blague, en rigolade? Juste une petite anecdote, je suis même tombé sur une publication parce que moi je vais rarement sur Facebook, mais une fois je suis allé, j'ai scrollé parce qu'il y avait une actualité par rapport à Sul Banks au Sénégal. Et puis tu as fait un post, tu as dit en route pour le Sénégal, et puis tu as dit oups, astaghfirullah. Du coup, comment tu fais pour être si à l'aise avec le regard des autres et ne pas être intimidé? Parce qu'on a vu des artistes partir en dépression à cause du jugement que les gens leur portent. C'est quoi, où tu puisses cette force-là? Tu sais, pour moi, un artiste, c'est un tout. Tu vois, il ne suffit pas de chanter juste, de sortir des tubes. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, l'artiste qui a plus de maîtrise des réseaux sociaux passe beaucoup plus vite devant les autres. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ces réseaux sociaux-là, c'est un moyen de communication. Tu vois, un moyen de communication. C'est comme une cour commune où tout le monde peut venir s'asseoir, tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il veut. Tu ne peux pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent de toi en tant que célébrité. Donc, et moi, surtout, j'ai tellement eu la chance de côtoyer des grands artistes du pays pendant l'ère top. Ok. Tu vois, et cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et avant même l'explosion de Facebook, de TikTok et consorts, j'ai eu à côtoyer beaucoup de grands artistes pendant qu'ils étaient au top. Donc, ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et comprendre comment le monde de célébrité fonctionne. Ok. Tu ne peux pas être une célébrité et s'attendre à ce que les gens ne te critiquent pas et c'est que tout le monde soit d'accord avec tout ce que tu fais. C'est impossible. La célébrité va avec ça. Yeah. Il suffit juste de rester soi-même et d'accepter tout. Tu vois, les critiques ont leur place aussi dans la carrière d'un artiste.
Et ça t'atteint de temps en temps ou bien c'est quoi l'émotion que tu as face à ça? Imaginons quelqu'un envoie un message très négatif en dessous de tes posts. Je vois parfois toi-même tu y réponds en rigolant. Oui. Mais quelle est l'émotion que tu ressens à ce moment-là et quelle est la force que tu puises en toi pour pouvoir transformer ça en soit une leçon, soit une blague? C'est vrai que c'est très dur. Hein. C'est très dur parce que on est célébrité, hein, mais nous sommes des humains. Avant tout. Tu vois, nous sommes des humains, on ressent souvent les émotions. Et tu vois. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas de limite hein, lorsqu'ils veulent s'exprimer. Il y a des injures qui viennent, il y a des propos vraiment très touchants que nous recevons. Mais il faut juste les accepter et s'amuser avec. Je pense que c'est la meilleure façon parce que si tu dis que tu vas reprendre, prendre tout ça à cœur, tu vas abandonner. C'est très vrai ce que tu dis. Et parce que moi, je suis pas artiste comme toi, on n'est pas forcément à ton niveau d'embêtement. Mais ce qui est sûr, c'est que même dans notre domaine, on peut aussi avoir des gens qui sont pas très contents du message qu'on envoie. Mais moi, je vois ça comment? Je vois ça comme la seule personne qui est capable d'envoyer autant de haine, c'est quelqu'un qui est mal au fond de lui, tu vois. Voilà. Donc si je vois quelqu'un qui m'envoie autant de haine, j'ai de la pitié pour la personne et je prie pour la personne. Je dis j'espère que Dieu va apaiser ta peine et ta douleur parce que quelqu'un qui t'a absolument rien fait, qui vit juste sa vie, qui se lève tous les jours pour aller atteindre ses rêves, toi tu te réveilles d'un matin parce que tu n'es pas content, tu balances. Donc je vois ça comme ça. Je vois comme quelqu'un qui est mal et je prie pour toi. Quand je vois du mal qui vient, je prie pour la personne sans forcément renvoyer du mal. Et ta technique aussi, elle est très bien. Tu prends ça pour du divertissement et j'adore. Je trouve ça très très bien. Et aujourd'hui, tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Non. Pas pour l'instant? Pas pour l'instant, oui. Ok. Quel est le secret pour trouver la femme de sa vie, selon toi? Parce que tu sais pourquoi je te pose ça? Dans le sens où j'ai demandé un jour à un artiste qui était très connu. Je lui ai dit, est-ce que tu es marié? Il m'a dit non, je suis pas encore marié. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends? Et il m'a répondu avec quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, j'aurais aimé trouver la femme de ma vie avant d'être connu. Parce que maintenant qu'il est connu, il n'arrive plus à faire la part des choses. Il a accès à beaucoup de femmes quand il veut, mais il n'arrive plus à savoir qui il peut vraiment épouser, parce que épouser une femme, c'est quand même un combat sur une vie. Normalement, on n'épouse pas juste une femme, on épouse une partenaire de vie, une partenaire de combat, ainsi de suite. Donc, selon toi, c'est quoi le secret pour identifier la femme de sa vie? C'est de prendre le temps nécessaire. D'accord, c'est-à-dire? Et de ne pas se presser, de chercher à le connaître, à l'étudier. Et pour mon cas, j'ai connu ma femme en 2013. Tu l'as connue en 2013? Je n'étais pas encore célèbre. Ok, tu n'étais pas célèbre à ce moment-là? Voilà, en 2013. De 2013, en 2019, on s'est mariés. Ça m'intéressait un truc avant qu'on ne continue même sur l'histoire. Comment tu l'as dragué? Je sais, les gens ils rigolent. Ouais. Bon, c'était lors d'un mariage. Bon, c'est vrai, elle me connaissait parce que j'étais quand même un musicien très, très adulé par les artistes d'abord. Tous les artistes qui voulaient jouer avec moi. T'avais un tube connu à ce moment-là ou pas? Non, j'étais juste un musicien, arrangeur, bassiste, qui était beaucoup aimé par les artistes. À peu près tout le monde voulait travailler avec moi. D'accord. Donc peut-être elle me connaissait dans ce sens. Il n'y avait pas de contact, on ne se connaissait pas, mais elle me voyait derrière les grands artistes. Donc, un jour, j'étais à la Minière. Quoi, c'était en 2013. Il y avait un mariage dans une cour. Donc, j'ai dit à mon ami, allons, on va voir, il y a un artiste qui joue ici, là. On est parti s'asseoir derrière. Ok, tu n'étais même pas invité, hein, tu es juste allé voir. Non, je n'étais pas invité parce que c'était juste chez les voisins. Ok. Ils étaient en train de jouer. Bon, les enfants qui jouaient aussi, c'était mes enfants. Le bassiste, c'est moi qui l'apprenais. Ok. Donc, j'étais là derrière. Le petit m'a invité de venir, je lui ai dit non, je suis resté derrière. Bon, moi, c'était quelqu'un de très, très timide. J'étais très, très timide avant d'être célèbre comme ça. D'accord. Donc, après, elle était là. Elle n'était pas la chanteuse principale. Elle faisait juste les chœurs derrière. J'ai dit à mon ami, là, je dis, tu as vu cette fille-là qui est derrière, là? Elle chante mieux que celle qui est devant. Ok. C'était pour draguer ou c'était vrai? Non, c'était déjà, tu vois. Ok. Il m'a dit, ah bon? Je dis, ouais. J'ai dit, en plus, elle a la carrure d'une musicienne. Voilà, d'une vraie chanteuse, de quelqu'un qui peut exploser un jour. Il m'a dit, bon, ah bon? Je dis, ouais. Après, j'ai dit aux petits qui jouaient à la basse, quand ils ont fini de jouer, j'ai dit, bah,
j'ai besoin du numéro de la fille là, qui faisait les chœurs. Donc le petit m'a envoyé le numéro et puis on a commencé à parler. Ok. Une, deux fois après, on a commencé à parler sur Messenger. On s'est envoyé des messages et puis les drags sont venus. Et voilà. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est que dès les premières causeries, je lui ai fait comprendre qu'elle pouvait devenir une grande star. D'accord. Si elle s'y mettait, elle pouvait devenir une grande célébrité. Et si nous conjuguons nos efforts, et on va tous exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Tu lui as dit ça avant même que vous ne commenciez à être connus? Avant. Okay. Avant même qu'on ne commence à se voir. Wow. Tu vois, après la première rencontre au mariage, on a pris des mois en train de parler. Sans vous voir d'abord? Voilà. Ok. Donc je lui disais toujours ça. Mais votre conversation, du coup, c'était côté un peu professionnel et après tu lui faisais comprendre aussi que tu étais intéressé ou... C'était les deux. C'était les deux. Ok, un mélange des deux. Oui, mais j'ai beaucoup plus mis l'accent sur le professionnel. Sur le travail. Voilà, c'est ce que je l'ai dit. J'ai dit, mettons plus d'accent sur le travail. Et le déclic, il est venu quand? Pour qu'elle se dise, bon, comme jusqu'à ce qu'elle commence à chanter bon, chanter, je pense que ça vient plus tard. Mais le déclic, il est venu où jusqu'à ce qu'elle se dise, bon, ça, c'est mon Azaya, enfin, c'est bon. Bon, elle a commencé à me fréquenter. Bon, c'était une fille qui sortait même pas la nuit. Tu vois. Donc, et moi, j'ai toujours été, disons, un bad boy, tu vois, qui était tout le temps dans les vices, dehors et tout ça. Voilà, dehors, dans les boîtes de nuit, j'étais, tu vois. J'étais trop hot en ce moment, donc je lui faisais sortir la nuit. Elle venait me voir, je l'envoyais dans les boîtes. Et puis après, je lui mets dans un déplacement, elle rentre. Après, je l'envoyais dans les studios. En ce moment, j'avais commencé à enregistrer mes premières chansons. Ok. Tu vois, je l'envoyais dans les studios. Je crois qu'elle aussi, son premier enregistrement dans un grand studio moderne, c'est moi qui ai payé l'argent. Je l'ai envoyé dans le studio, elle a enregistré un son. C'est beau ça. On a sorti ça, elle a fait le clip. Et après, moi, j'ai fait Nyene Souma Yahi, le boom. C'est là que ça a explosé. Et tout l'album, Nyene Souma, je l'ai fait avec elle. Avec elle, genre... On faisait les mises à plat à la maison, on composait les chansons, les paroles, on part au studio, et on chante ensemble. Tu vois, elle m'assiste et on est là, on a fait tout l'album ensemble. Et puis ça a explosé. Magnifique. Et je rebondis sur une dernière question avant de switcher de sujet. Mais pourquoi elle et pas une autre? Qu'est-ce que tu trouves de particulier chez ta femme et pas une autre? Parce que quand on est une célébrité, surtout quand on devient connu, on a le choix. Aujourd'hui, tu as le choix, tu peux épouser, je vais pas dire n'importe quelle femme, mais en tout cas un maximum de femmes à qui tu présentes ta candidature, ton CV, il passe. Pourquoi elle et pas d'autres? Quelle est la particularité, selon toi, pour ta femme? Qu'est-ce qui fait que tu tiens à elle par rapport à des milliers d'autres dans le monde? Dès le départ, elle a fait preuve d'une très bonne éducation. Et j'ai compris qu'elle aimait bien ses parents. Elle n'était pas comme les autres. Ok. Tu vois, c'est une femme qui est tranquille, qui sort pas trop, qui aime son mari. Parce que moi, je pense que dans un mariage, la chose la plus importante, c'est se sentir aimé. Se sentir aimé. Tu vois. Ok. Et parce que quand tu te sens pas aimé par ta femme ou par ton mari, je pense que c'est là où tout le problème commence. C'est vrai, c'est pas faux ça. C'est pourquoi nous, nos parents nous ont toujours dit, tu peux sortir avec des femmes par-ci, par-là, mais épouse une femme qui t'aime. Quand tu épouses une femme qui t'aime, ta vie devient le paradis parce qu'elle va soulever des montagnes pour toi. Mais quand tu épouses une femme que toi, tu aimes, ça c'est une autre histoire. Magnifique, magnifique. En tout cas, c'est un très beau échange, ça me parle beaucoup, ça. Pour terminer sur ce point-là, si toi, tu dois donner un conseil aujourd'hui à un jeune, ou même tu t'imagines, toi de 18 ans par exemple, tu veux donner un conseil à un jeune qui veut trouver la femme de sa vie, quel conseil tu lui dirais, entre guillemets, au-delà de ce que je viens de dire, d'épouser une femme qui t'aime, ainsi de suite? C'est quoi le critère fondamental pour toi pour choisir la femme de sa vie ou sa partenaire de vie? Moi, je pense qu'il n'y a pas de critères. Okay. Il suffit juste de prendre le temps de bien la connaître. Okay. Et la femme, pour moi, ça se fabrique. Oui. Comment? Ça, c'est pertinent. Ça se fabrique. Et pendant le temps que tu passes avec elle, tu l'apprends
à vivre avec toi, tu communiques avec elle et tu lui fais comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Que ça soit dans la vie courante, que ça soit votre vie intime et tout. Je pense que tout doit se dire à la base. Yeah. Tout doit se dire à la base et parce que vous allez vous unir pour toute une vie. Hein. C'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique. Donc il faut se connaître. Il faut dialoguer pour se connaître. C'est très beau ce que tu dis. Surtout, tu dis, ça se fabrique, entre guillemets. Ouais. Et ça, je suis totalement d'accord parce que tu peux, par exemple, au début, trouver quelqu'un qui ne correspond pas à tous tes critères au début. Voilà. Mais à force de partager ta philosophie, la personne finit par épouser ta philosophie. Très bien. Et là, vous parvenez à cheminer ensemble. Exactement. C'est très beau ce que tu dis. Parce que si tu regardes cette vidéo et que tu veux choisir la femme de ta vie, il faut pas te fermer à dire... Oui, je veux trouver exactement celle que je me suis dessinée sur mon tableau, non. À force de trouver juste une qui est ouverte à toi et tu peux partager un peu ta philosophie. Voilà. C'est très beau ça. Je vais switcher, je vais laisser ta femme dormir tranquillement. Je vais laisser ta femme dormir tranquillement. Ah ouais. Et aujourd'hui, ça va quand même rebondir là-dessus, quand même, je vais revenir, parce que je sais que non seulement elle est ta femme, elle est aussi ta partenaire de business, vous faites aussi du travail ensemble. Mais j'aimerais te poser une question par rapport à la réussite. Tu sais, la réussite, elle est facultative, le succès, il est facultatif, et la richesse est facultative, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, Azaya, tu te sens riche aujourd'hui? Selon toi, au fond de toi. Non, je dirais non. Comment? Pourquoi? Et parce que jusqu'ici, j'ai encore d'autres rêves. D'accord. J'ai encore d'autres rêves et j'ai tellement de rêves que quand je me regarde, je dis je suis encore au point de départ. C'est vrai? Oui. Magnifique ça. Ça va toucher beaucoup de gens. Surtout ils vont se remettre en question parce que moi je pense il y en a des milliers et des milliers de personnes qui aimeraient être à ta place aujourd'hui. Mais si toi, tu me dis que tu n'es encore qu'au début, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir derrière. Oui. Ok. C'est quoi le plus grand rêve de Azaya aujourd'hui? C'est de marcher sur le monde. Ça veut dire quoi? C'est de coloniser le monde musicalement. C'est de devenir l'un des plus grands producteurs de musique africaine. D'accord. C'est de devenir l'une des plus grandes stars de la musique africaine. Ok. Et tu es sur le chemin selon toi, tu mets des actions aussi en place et tout ça. Parce qu'en termes de Guinée, je sais que tu es une légende là maintenant. À part aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à te quitter. Hein. Ah ouais. Mais on sait quand même que tu resteras gravé pendant des années et des années. Mais est-ce que tu mets des actions en place, côté Afrique, côté mondial, pour essayer d'arriver à ce... On a toujours travaillé dans ce sens. Je dis on parce que Azaya aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une institution, tu vois. Et c'est un artiste et derrière lequel il y a tout un arsenal. Et c'est une société qui travaille autour de Azaya. Okay. Et donc, cette société, cette communauté est en train de mettre beaucoup de choses en place et pour atteindre cet objectif. Ça marche. Donc, ton plus grand rêve, c'est de, entre guillemets, bâtir ton industrie, être incontournable dans... C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Et tu as accompli beaucoup de choses quand même dans ta vie personnelle. Ça va? Ça va très bien. Tu es plutôt fier de toi, satisfait? Ouais. Ok. C'est quoi la chose? Et pas à 100%. Parce que je pense que... On n'a jamais fini. Voilà. Et moi, je suis une personne qui se met toujours au milieu. Tu vois? C'est-à-dire? En fait, la vie est faite ainsi. Et pour moi, à partir du moment où tu te crois... au-dessus du monde, c'est là que tu commences à descendre. Yeah. Dès que tu penses que tout est acquis, c'est là que tu commences à tout perdre. Voilà. C'est même le succès, c'est pareil, c'est la même philosophie. C'est pourquoi je me mets toujours au milieu. Je me dis, il y en a qui sont au-dessous, mais il y en a aussi qui sont au-dessus. Donc, il faudrait se battre. Tous les jours, pour avoir une petite place. La vie, c'est fait. C'est comme des escaliers. Des escaliers. Ok. Tu vois. Et je remercie le Tout-Puissant là parce que Dieu m'a donné la chance de ne pas briser d'étapes. Tu vois. Je suis toutes les étapes. Pour arriver là où tu es. Pour arriver là où je suis. Okay. Et c'est qu'il y a d'autres étapes qui m'attendent. Donc, il y a beaucoup d'autres défis qui m'attendent devant. Ok. C'est très beau ça. Et moi, ça me parle beaucoup. Et de toutes ces choses que tu as accomplies, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui?
que ce soit professionnellement, personnellement, dans ta vie? Est-ce qu'il y a une chose dont tu es le plus fier? Je te donne, si tu veux, je peux encore préciser plus ma question. C'est bon? J'ai bien compris. Vas-y. Et de là où je te parle, ma plus grande fierté aujourd'hui est que j'ai réussi à offrir quelque chose à ma maman que tous les musulmans du monde cherchent. C'est magnifique. Un voyage à la Mecque. Et il est dit dans la religion que quand un musulman part à la Mecque, et il a eu le paradis. Les portes du paradis lui sont ouvertes, ouais. Voilà. Et je pense que j'ai réussi à le faire. Cette année, à l'instant où je te parle, ma mère est à la Mecque. Et pour moi, c'est une grande fierté. Magnifique. En tant que musulman, c'est l'une des plus grandes fiertés des musulmans. Yeah, magnifique, magnifique. Moi, ça me parle beaucoup parce que je me reconnais là-dedans. Donc, franchement, félicitations pour ça. Et je pense que tu as parlé de bénédiction au début. Yeah. C'est des choses encore qui vont te porter encore et encore et te protéger de, tu vois, tous ces parasites qu'il y a autour, les problèmes auxquels tu peux être confronté plus tard. Oui. Tout ça, c'est très beau. Parlons un peu politiquement. Est-ce que tu te sens engagé politiquement? Non. Non? Oui. Quand je dis engagé politiquement, en fait, tu sais, on peut être engagé politiquement sans faire de la politique directement. Mais engagé politiquement, c'est représenter une jeunesse, représenter une communauté, représenter un pays. On est en Guinée. Donc, en Guinée, on sait que c'est pas rose par rapport aux pays limitrophes qui sont à côté. Oui. Mais est-ce que tu sens parfois une sorte de responsabilité dans en fait le développement de ton pays? Est-ce que tu ressens cela et quelles sont les actions que toi tu mets en place? Parce que malheureusement, moi c'est quelque chose que je blâme beaucoup. Chez nous, les gens sont beaucoup trop dans l'intérêt personnel. Moi, j'ai accompli pour moi, le reste, je m'en fous des autres. Alors que je pense chacun de nous pourrait contribuer à sa manière, peu importe la goutte qu'elle peut ajouter. Donc, quand je dis engagé politiquement, c'est ça. Pas forcément auprès d'un parti politique, mais est-ce que tu as des engagements comme ça que tu essayes de mettre en place pour essayer de faire décoller les choses et de changer les choses? Parce que quand la Guinée brille, c'est nous tous on brille. On brille, ouais, c'est vrai. Et moi, partout où je vais, ma principale mission, c'est quoi? C'est de montrer les valeurs de mon pays. De prouver à ceux-là que je crois sur mon chemin que j'ai un pays très exceptionnel, un pays accueillant et on appelle ça un pays hospitalier, hein, c'est ça? C'est ça. Et c'est de faire la promotion des acquis de mon pays, quel que soit le régime, tu vois. En place, ouais. En place. Ça ne m'intéresse pas le régime en place. Ce qui m'intéresse, c'est faire la promotion de la Guinée. Si tu prends l'exemple sur le Sénégal, quand tu verras un Sénégalais, il te dira le Grand Dakar. Yeah. J'ai déjà entendu ça. Tu croises un Malien, il te dira Anga Maliba. Tu vois? Tu croises un Ivoirien, il te dira Abidjan est plus dur que Paris. Yeah. Voilà. Et désolé, mais pour un Guinéen, c'est très rare que tu croises un jeune Guinéen qui te dit la Guinée est un beau pays. Yeah. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc moi, partout où je vais, j'essaie d'inviter les gens à venir découvrir chez nous. Ça a été l'une des raisons de mon apparition sur la chanson Guinée, notre paradis. Je l'ai écouté. C'est très rare de me voir sur des compiles. D'accord. Très, très rare. Carrément, c'est très, très rare de me voir sur les compiles. Donc, le but de venir dans cette compile, parce que malheureusement, les gens ne comprennent pas les choses de la même manière. Voilà. Les gens comprennent plutôt que, OK, même si le pays va pas bien, eux, on les a donné un peu d'argent, ils viennent poser. Non, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a quand même cette philosophie-là qui ressort. Ça n'a rien à voir avec. On n'a pas, moi, personnellement, je n'ai rien reçu. D'accord. Et je pense que ça a été un projet qui est venu du fond du cœur, tu vois. Parce qu'à un certain moment, la politique ne doit pas faire qu'on abandonne notre pays, qu'on refuse d'accepter de faire la promotion du pays, qu'on refuse d'accepter cette beauté du paysage guinéen. La Guinée est un pays très, 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 très beau et on a un paysage vraiment extraordinaire. Nous, notre mission, c'est de faire la promotion de cette beauté naturelle de notre pays. Okay. Tu vois, et d'inviter le monde à venir. Et en fait, c'est comme et quand tu prends l'exemple sur je vais pas faire de la promo de boissons et
Et je parle de Coca et de Vinto. Oui. En temps normal, Vinto, c'est plus doux que Coca. Oui. Mais pourquoi c'est Coca qu'on achète le plus? Okay. C'est parce que il y a beaucoup plus de communication, de publicité, de marketing autour de Coca que de Vinto. Yeah. C'est comme ça. Plus tu grandis ton pays, plus tu attires les investisseurs. Ok. C'est très beau ce que tu dis. Et moi, je rebondis sur un petit truc. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a un régime en place qui fait des choses pour lesquelles tu n'es pas pour. En tant qu'artiste, est-ce que tu te sens responsable d'agir, même si c'est pacifiquement, de pousser au dialogue ou de mobiliser les jeunes parce que tu as quand même la voix? Donc, est-ce que tu te sers de temps en temps ou est-ce que tu penses un jour pouvoir te servir de cette voix pour pouvoir défendre un peuple, une jeunesse, pour défendre leurs droits, ceux auxquels ils ont droit? Un président au pouvoir, même si le président, il fait peur par-ci, par-là, mais est-ce que toi, tu penses que ce que tu as pu construire, ok, tu l'as pour toi, mais pas que pour toi, c'est aussi pour des gens? Est-ce que tu te sens responsable de pouvoir utiliser cette voix-là pour défendre une cause ou soumettre la cause d'une jeunesse ou d'un peuple, quoi? C'est un devoir pour tout artiste d'être du côté du peuple. Tu vois? Et quand il y a des choses qui ne vont pas, quels que soient les moyens, l'artiste a le droit de s'exprimer. Et parce que on nous appelle les voix des... La voix du peuple, normalement, j'appelle ça comme ça. Ouais. Voilà. Donc, il le faut. Et ça, c'est obligatoire pour tout artiste qui aime son pays. Quand ça va, on le dit. Quand ça ne va pas aussi, on le dit. Et moi, j'ai quelquefois réagi par rapport à beaucoup de situations en Guinée, mais de façon vraiment très professionnelle. Et pacifique. Pacifique. Souvent, je dénonce de façon vraiment comique. Okay. Mais là où le message part, eux, ils comprennent ce que je veux dire. Et j'ai eu quelquefois à me déplacer pour aller même voir certaines autorités ou appeler certaines autorités pour leur faire part de ce qui se passe. Tu vois, pour leur faire part que le peuple n'est pas content, il y a ceci, il y a cela. Et ça s'est passé, peut-être qu'un jour, il y aura des gens qui vont venir témoigner ça. D'accord. Mais il y a aussi des artistes qui le font à travers des chansons. Il y en a qui le font à travers des posts très, très violents. Tu vois. Et bon, chacun a sa manière de le faire. Mais moi, je pense qu'il est du devoir de tout artiste de défendre le peuple. C'est beau, c'est magnifique. Je ne vais pas te créer des problèmes, mais si tu es président dans un pays en Afrique un jour, quelles sont les 3 actions sur lesquelles tu vas beaucoup te concentrer pour développer l'Afrique? Si je suis président d'un pays en Afrique. Je ne cible pas de pays, pour pas te créer de problème. Si tu es président d'un pays en Afrique... La question est bien posée. Je sais. Si tu es président d'un pays en Afrique, quelle action tu mettrais en place? Genre 3 actions selon toi sur lesquelles on doit se concentrer pour développer l'Afrique, pour vraiment changer les choses. Parce que toi, tu vis en Afrique, tu connais les réalités aussi de l'Afrique. C'est vrai, politiquement, que je ne suis pas je sais. très doué pour pouvoir répondre clairement à cette question. Mais ce qui est sûr, moi, étant président en Afrique, je mettrai d'abord un accent sur la culture. Parce que, tu vois, et je pense que la culture, quand je dis la culture en général, le tourisme, l'artisanat, tout ce qui est lié à la culture, et parce que c'est par la culture qu'on peut faire la promotion à travers la culture qu'on peut faire la promotion d'un pays. Si je prends l'exemple sur le premier régime guinéen, et on n'avait rien. Mais nos ballets africains, les bembé jazz et les orchestres nationaux ont permis à un certain moment même de payer les fonctionnaires. Parce que le premier régime avait mis beaucoup plus l'accent sur la culture. Il m'a raconté ça à Sékou Babambino. Voilà. Et à part ça, c'est de créer de l'emploi aux jeunes et faire la promotion de l'emploi. C'est très important parce que le problème majeur de l'Afrique, c'est comment on appelle ça? Le manque d'emploi, c'est le manque d'emploi. Voilà, c'est le manque d'emploi. Et aussi beaucoup plus d'accent sur l'enseignement. L'enseignement, l'éducation. Je pense qu'en Afrique, on doit revoir carrément le système éducatif. Parce qu'on nous enseigne des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Je suis d'accord. On a étudié des choses, des matières au lycée on a étudié des choses qui nous ont rien servi. Par exemple, moi je me dis, par exemple, en Guinée, à quoi ça sert d'étudier le climat des États-Unis en géographie en Guinée? C'est vrai.
Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a beaucoup de voilà. matières. On va nous apprendre l'histoire. En histoire, on va nous enseigner Napoléon Bonaparte et tout. Ça sert à quoi? Non, pas grand-chose, honnêtement. Voilà. On doit revoir carrément le système éducatif et réinsérer les cours de DCM, d'éducation civique surtout. Parce que tous nos problèmes actuellement, c'est qu'on a tendance à oublier nos droits et nos devoirs. Et nos devoirs. Yeah. Donc, il faudrait revoir l'éducation civique surtout. Et je crois que ça commence à disparaître dans les cours. Bien sûr. Oui. On y accorde moins d'importance. J'ai un copain qui a chanté une fois, MC Fresh, que tu connais. Et une fois, il a dit à qui la faute? Est-ce les dirigeants ou les dirigés? Donc, parce que chacun a sa part de responsabilité. Oui. Pour moi, oui, c'est ça. Pour développer un pays, même si je suis président d'un pays un jour, bah, c'est ça aussi, parce que tu peux pas aider un peuple qui n'est pas éveillé. Il faut que le peuple soit conscient, entre guillemets, de ses responsabilités, de son rôle, ainsi de suite, pour pouvoir aider ce peuple-là. C'est très beau ce que tu partages. En tout cas, merci pour tous ces partages assez pertinents. J'aimerais t'aborder un petit peu côté entrepreneuriat. Okay. Tu sais, en fait, quand on est un musicien, quand on est artiste, forcément, on peut gagner de l'argent dans sa carrière, surtout ceux qui réussissent bien. On peut gagner beaucoup d'argent. Mais le succès, il est temporaire. Ouais. C'est Albert Einstein qui le dit. Ne cherchez pas à devenir un homme de succès, cherchez plutôt à devenir un homme de valeur, parce que le succès, il est temporaire. Mais la valeur, elle reste éternellement. Quand tu es artiste, tu peux faire beaucoup d'argent parce que tu as vendu ça, tu as fait des concerts par-ci, par-là. Mais à un moment donné, forcément, ce ne sera pas toi qu'on écoute. Est-ce que toi, tu prépares ton après-carrière et quelles sont les actions que tu mets en place pour cela? Et pour répondre à cette question, je vais aller un peu en arrière. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire ma musique sous forme d'entreprise. Tu vois, c'est vrai qu'en Guinée, l'industrie musicale est un peu... on a beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais moi, j'ai toujours rêvé de le faire ainsi. Et ça veut dire quoi? La musique, pour moi, c'est un métier. Tu vois, et ce métier a besoin d'autres métiers qui peuvent... Pour l'épauler. Pour l'épauler. Ok. Tu vois. Et c'est ce qui fait que derrière, on a des petites entreprises. Moi, par exemple, on a des fondations qui font des événements, qui font des placements et tout. Il y a aussi... moi, je suis en train de travailler sur une entreprise qu'on appelle Emma Multimédia. D'accord. C'est quoi? Et c'est une sorte d'entreprise immobilière. D'accord. Tu vois, et qui négocie avec les hôtels, les appartements meublés, les terrains en vente et tout, qui passent par ma société, par mon entreprise pour vendre l'air ou pour avoir des clients. Ça, c'est il y a eu le patronat. Le patronat, c'est une série d'activités. Il y a la boîte de nuit, il y a le restaurant, il y a les boutiques. Tu as investi dans tout ça, du coup? Voilà, il y a les boutiques que nous sommes en train de mettre en place. Tu vois, et pour le moment, c'est ce que nous faisons pour pouvoir combler beaucoup de vides. Okay. Et à part le label qui quand même travaille, et tout le monde sait, la production, ça c'est de l'argent, ça apporte beaucoup. D'accord. Et donc je pense que ce sont les différentes activités que tu mets en place pour préparer l'après-musique. Oui. Ok. Si aujourd'hui, imaginons que tu fais 1 an sans chanter, est-ce que tu vis bien? Oui. À travers tout ce que tu mets en place? À travers tout ce qu'il y a là, à travers... les droits d'auteur et tout, franchement. Oui. Je peux faire 1 an, même 2 ans, même 3 ans. Même 2 ans et vivre confortablement. Oui. Assumer ton niveau de vie. Oui. Ok. Qu'est-ce que les gens pensent des artistes, mais qu'ils ne sont pas? Qu'est-ce que les gens pensent sur la vie des artistes, mais qui n'est pas forcément la réalité? Si tu peux balancer, selon toi. Parce que toi, tu es dedans, tu es dans la réalité. Et nous, on se fait forcément des idées à l'extérieur. Selon toi, qu'est-ce que les gens pensent sur la vie des artistes, mais qui n'est pas forcément la réalité? Les gens pensent qu'on n'a pas de cœur. Que vous n'avez pas de cœur. Voilà. Et ils pensent que les artistes ne peuvent pas, par exemple, être sérieux, ils ne peuvent pas être fidèles, ils ne peuvent pas... Bon, ça se dit, hein, ça c'est le truc qu'on a toujours entendu. Tous les jours, on entend ça. Tous les jours, hein, et ça, c'est unanimement, tout le monde le dit. Ah, ces artistes, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas reconnaissants. Alors que tel n'est pas le cas. D'accord. Un artiste, bon, je ne vais pas entrer trop dans le détail d'artiste griot. Bon, en général, griot et tout est artiste. Moi, personnellement, et pour moi, un artiste, c'est celui
qui est à la disposition de tout le monde. Un griot, c'est celui qui respecte tout le monde. Même s'il est plus riche que toi, tous les matins, il doit venir te dire, mon Diatigui, comment vas-tu? Aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Même s'il est plus riche que son Diatigui. Ça, c'est le griot. C'est ça le griot. Okay. Tu vois, c'est ça l'artiste en général. Okay. Tu vois, un artiste n'est pas celui qui se compare à son Diatigui. Un artiste n'est pas celui qui se montre, qui se la pète. Tu vois, un griot, c'est celui qui est humble, qui rassemble tout le monde et qui a un rôle très important dans la société, qui unit les gens. À travers sa voix et tout ça. Tu vois, à travers sa voix et tout. Donc, on ne peut pas attribuer un certain comportement à un artiste. Okay. Comme ça se passe chez nous, ils sont ingrats, et ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes commettent. Que beaucoup de personnes commettent, parce que il faudrait comprendre le sens d'un artiste. Et le plus souvent, c'est des gens qui t'ont jamais côtoyé. C'est des gens qui t'ont jamais côtoyé, qui te traitent ainsi. Mais il faut avoir la chance d'approcher quelques artistes pour comprendre leur environnement. Ok. Tu vois, connaître leur quotidien et voilà, tout ça. On n'est pas forcément ce que les gens pensent de nous. Ok, c'est très beau ça. Et quand tu dis, quand on parle même côté financier, selon les gens, les artistes dépensent énormément. Est-ce vrai ou faux? Et ça part où, l'argent des artistes, quand on dit qu'ils dépensent? C'est quoi la cause de cela? Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Et on a l'impression aussi que nos artistes gagnent beaucoup d'argent, oui, alors que tel n'est pas le cas. D'accord. Ouais, c'est très récemment c'est tout récemment que les artistes ont commencé à vivre un peu de leurs œuvres en Guinée. Donc, si je peux cadrer ça, célébrité, c'est différent d'argent. Non, c'est très loin. C'est vrai? C'est très loin. Comment tu éclaires ça pour les gens? C'est très loin. Tu peux être célèbre et pas riche. Tu vois. Et parce que le métier que nous faisons, qu'on appelle la musique, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour qu'un artiste soit riche et qui ne sont pas. Et ces choses-là ne sont pas encore. Ces conditions-là ne sont pas encore réunies en Guinée pour permettre aux artistes d'être riches. Ok. Tu vois. Donc, on peut être célèbre, mais on n'a rien. Et il y a une autre raison de cela, est que beaucoup d'artistes de chez nous s'autoproduisent. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de maison de production pour financer les albums, les clips et tout. L'artiste, le peu que tu gagnes, c'est ça que tu réinvestis dans ta carrière. Pour t'autoproduire. Pour t'autoproduire. Et finalement, d'investissement en investissement, tu vas te retrouver un jour sans rien et le succès n'est plus là. Et c'est ainsi qu'on dit, les artistes là, ils ont tout eu ici. Ouais, et aujourd'hui, ils font du SOS. Et voilà, les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils gagnaient, c'est ce qu'il investissait dans sa musique. Okay, sur lui-même aussi. Sur lui-même. Beaucoup n'ont pas eu l'idée de créer des petites entreprises à côté pour préparer un peu l'avenir. Ils n'ont pas pensé à ça. Bon, cela est dû aussi à beaucoup d'autres raisons. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Parce que ça ne suffit pas d'être artiste, il faut aussi avoir l'esprit entrepreneurial. Il y en a qui n'ont pas eu un bon entourage. Il y en a qui n'ont pas eu des bons conseillers et tout. Tu vois. Okay. Donc, c'est ce qui explique tout ça. Sinon, en temps normal, la célébrité doit aller avec la richesse. Normalement. Mais ce n'est pas forcément le cas. Mais ce n'est pas forcément le cas chez nous. C'est toujours pareil, même dans notre domaine, en vrai. Hein. Ouais. Moi, au début, j'avais plus de 100 000 abonnés à l'époque sur TikTok. Tout le monde pensait que je gagnais de l'argent. Je travaillais encore en camping, tu vois. Je gagnais que dalle. Parce que célébrité est totalement différent d'argent. Il faut une stratégie pour faire entrer de l'argent. Il faut une stratégie pour épargner de l'argent et investir aussi l'argent. Mais que tu sois musicien ou n'importe quelle célébrité, si tu n'as pas on va dire cette intelligence-là, célébrité, c'est totalement différent, de l'argent. Ok. Et du coup, toi, forcément, tu as connu des artistes qui assumaient un niveau de vue alors que derrière, il n'y avait pas grand-chose. Oui. Qui roulaient dans des belles voitures, dans des grandes maisons. J'en ai connu beaucoup. T'en connais encore, j'imagine. Oui, j'en connais encore. Okay. Et mais c'est ce conseil que je donne toujours à mes amis. Restez vous-même. Ne faites pas croire aux gens que vous êtes vachement riche alors qu'on n'a rien. Tu vas me voir à Conakry, tu ne me verras jamais avec 3-4 voitures alignées. Jamais, je ne l'ai jamais fait. Il y en a qui font ça alors que ça ne va pas quand même. Voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure dans une question antérieure, j'ai dit, je mets toujours au milieu.
Je peux pas faire croire aux gens que je suis un milliardaire alors que je ne l'ai pas. D'accord. Tu vois? Mais je suis en train de chercher. C'est bien cette philosophie. J'apprécie beaucoup parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, ça veut dire que il y a des gens, ils vont faire rouler des voitures, beaucoup de voitures, faire croire qu'ils ont ça. Mais est-ce que, selon toi, dans l'industrie de la musique, ce qu'on dit, c'est pas il faut prouver aux gens que tu as réussi pour qu'ils te suivent, ou bien il n'y a pas forcément besoin? Parce que beaucoup montrent un style de vie, ils viennent de quelque part, ils payent pour tout le monde, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça qui permet plus tard de gagner? C'est un investissement? Ou bien tu penses que vraiment ça c'est de bullshit? Un artiste n'a pas besoin de tout ça. Travaille dur, chante ce que les gens aiment. Les gens vont toujours te suivre. Tu n'as pas besoin de leur montrer que tu as de l'argent pour qu'ils te suivent. Il faut que tu saches qu'ils ne sont pas là pour ce que tu es, pour ta beauté, ton argent ou ton niveau de vie. Ils sont là pour ton travail, pour ce que tu leur... Tu les apportes. Tu les apportes. Ouais. Donc, travaille dur, quel que soit ton style de vie, tu auras tes fans, les fans seront avec toi. C'est très pertinent ce que tu partages. Très pertinent, toujours le travail. Comment ça se fait que toi, du coup, ça fait plus de 10 ans, tu es quand même au top en Guinée. Oui. C'est quoi le secret? Je suis resté avec les gens, au milieu des gens, autour des gens, avec les gens. Ça suffit pour être à ton niveau, je pense pas. Si tu dois donner un conseil à un artiste aujourd'hui, c'est quoi le secret pour être le futur Azaya? Comment? Parce qu'on connaît le succès. On a vu des gens passer. Les gens vont faire 1 an, 2 ans, après on n'entend plus parler d'eux. Les rares sont ceux qui restent 5 ans, 10 ans. Et je pense que tu n'es pas encore prêt à t'arrêter. C'est quoi le secret? Moi, je dirais c'est l'humilité. D'accord. Garder les pieds sur terre. Ok. Tu vois, et vous savez, un artiste n'est rien sans ces millions de personnes qui te suivent. Tu vois, et ces gens, tu leur donnes rien pour qu'ils te suivent. Ouais. Qu'ils te soutiennent. D'ailleurs, ils prennent leur argent pour acheter tes CD, tes albums, pour venir à tes concerts. Yeah. Tu dois avoir le plus grand respect. Tu dois avoir un respect religieux pour ces personnes-là. Donc, quand toi, tu es célèbre et tu veux te mettre au-dessus de ces gens, un jour, ils vont se réveiller, ils vont dire, mais attention, c'est nous qui lui donnons, pas lui qui nous donne. Voilà. Donc, c'est de rester avec les gens et d'écouter les conseils des aînés. Ok. Et surtout, ne jamais penser que tu es arrivé. Il n'y a pas de meilleur en musique. Chacun est meilleur à sa façon. À sa façon. Il y a toujours un côté qui te rend plus fort que tout le monde. Ok. Ton originalité, entre guillemets. Voilà. Et donc, un artiste, pour rester longtemps au top, il y a aussi ça, ce côté social. Ce côté social, et garde toujours un bon lien avec les gens. Parce que les gens vont pas te garder longtemps parce que tu chantes bien, tu chantes toujours. Il y a toujours des jeunes qui vont venir qui chantent mieux que toi. Le monde change, il n'y a jamais des records imbattus. Tu vois? Mais le plus important est que quand tu gardes un bon lien avec les gens, ils vont te garder dans leur cœur pour longtemps. Yeah. Moi, je pense que c'est ce qui me fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je suis au top en Guinée jusqu'au sinon. Il y a eu des bons chanteurs, des gens qui sont venus avec tellement de force, mais ils se sont éclipsés. Je suis toujours resté là. Okay. C'est parce que je suis avec mes fans, je suis autour d'eux, je suis dans leur esprit. Tu vois, ils vont te dire, par exemple, tout ce que Azaya chante marche. C'est pas parce que tout ce que je chante marche, c'est parce que je suis avec des gens. Je suis avec eux, je sais. Quand tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime. Par contre, il y a d'autres artistes, quand ils ont la célébrité, ils disparaissent. Ils font la grosse tête. Voilà. Okay. Ils ne viennent plus à la rencontre des fans. Au fait, et plus tu restes loin, plus tu perds. Plus on t'oublie aussi. On t'oublie vite fait. C'est ce qui joue sur beaucoup de célébrités. En tout cas, chez nous. Je prends l'exemple sur chez nous. Oui. Mais dans d'autres pays où l'industrie musicale est vraiment très... Voilà. Contrairement aux États-Unis, plus tu disparais, mieux c'est d'ailleurs. Voilà. Ok, c'est bien, c'est très pertinent ce côté que tu partages. On va pas tarder, mais j'ai quelques petites questions côté développement personnel assez pertinentes qui pourront aider beaucoup de gens qui nous suivent, qui traversent peut-être, qui se posent peut-être ce type de questions-là. Est-ce que tu te sens heureux quand on parle de bonheur? Et si oui, pour toi, oui ou non, peu importe, parce que c'est facultatif, tu vois, le bonheur. Mais est-ce qu'il y a 3 clés, 3 choses, selon toi, qui font ton bonheur? C'est-à-dire, lorsque tu cumules ces 3 choses-là, tu peux dire, comme on dit en Guinée, Alhamdoulilah, tu te sens bien,
et tu es en paix? Est-ce qu'il y a 3 choses pour ça et est-ce que tu te sens heureux? Ouais, je dirais aujourd'hui, je me sens heureux parce que j'ai eu la chance, ouais, ou j'ai eu l'idée de me faire entourer par des personnes qui ont une grande vision, par des personnes qui ont des vécus, par des personnes qui ont eu une certaine influence sur moi. Et le bonheur ne vient jamais seul, tu vois. Et pour moi, le plus grand bonheur, c'est d'avoir un objectif et de rester focus sur cet objectif, mais pour y atteindre, de donner à chacun ce qu'il sait faire, de responsabiliser beaucoup de personnes et à y arriver ensemble. C'est pourquoi je dis que le bonheur ne vient pas seul. Pour vivre vraiment heureux, il faut se faire bien entourer par des gens et qui ont chacun une certaine influence dans ta vie. Okay. Et pour ça, il faut donner à chacun ce qu'il sait faire. Déléguer les choses de la bonne manière. Voilà. Okay. C'est comme un gouvernement, il y a un premier ministre, il y a des conseillers, il y a tout. C'est la meilleure façon de réussir dans la vie. De se dire, ouais, je suis heureux. C'est la base. Et être aussi à l'aise avec ta famille, tu vois. D'accord, la famille du coup. La famille du coup, c'est être en bon terme avec sa famille, ça aussi c'est un bonheur. D'accord. Ça aussi c'est un bonheur. Et aussi... L'argent, on compte pas? Bon, non. Non, non. Non, vraiment, on va c'est vrai que l'argent fait le bonheur ou pas? Fait le bonheur, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont vachement riches, mais qui sont pas heureux. Oui, ça c'est vrai quand même. Mais c'est quoi ta philosophie quand on te pose la question, est-ce que selon toi, l'argent fait le bonheur ou pas? Bon, pour moi, l'argent fait le bonheur. Et il contribue quand même. Lorsque tu arrives à parvenir aux besoins de ta famille, aux besoins des personnes qui comptent pour toi. Qui comptent pour toi. Et aussi à des personnes qui n'ont... comment on appelle ça? C'est d'ailleurs à cause de ça que nous créons des fondations humanitaires aujourd'hui pour un peu subvenir aux besoins des personnes nécessiteuses. Ça, c'est dans ce sens qu'on appelle que l'argent fait le bonheur. Mais si c'est pour l'utiliser pour ses propres besoins, je ne vois pas de bonheur dans ça. Ok. Je dis ça dans le sens où moi je suis persuadé que l'argent tout seul ne fait pas le bonheur, voilà. Mais ça peut nous permettre de contribuer, d'apporter de la joie. De la joie, ouais. D'apporter de la joie. Surtout ça, oui. C'est ça, parce que en fait, j'ai vu des gens, à travers mon travail, le coaching et tout ça, les conférences, j'ai vu des gens qui ne manquaient de rien à l'extérieur, mais au fond d'eux, ils sentaient en vide. Vraiment, ils n'étaient pas heureux. Alors que tout le monde pensait tout le monde veut avoir sa vie, mais lui, au fond d'eux, il n'est pas épanoui. Tout comme j'ai vu aussi des gens, parce que j'ai grandi en Afrique, j'ai connu des familles personnellement aussi, même quand on grandissait. Il n'y avait pas grand-chose. Vivaient à peine avec peu, tu vois. Mais avec ce peu-là, il y avait énormément à l'intérieur. Il y avait de la joie, le bonheur, le sourire et tout ça. Donc, ça veut dire que l'argent tout seul ne suffit pas pour être heureux, mais ça peut y contribuer quand même parce que ça donne un peu cette liberté aujourd'hui. Voilà. T'as chanté beaucoup de tubes, beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Est-ce que tu dois ta réussite à ta voix? Est-ce que tu penses, selon toi, ta voix, ça fait quand même vraiment la différence? Et le Azaya qui était producteur avant, jusqu'à ce que tu chantes une première chanson qui explose, est-ce que pour toi, genre, à quel talent chez toi tu dois ta réussite, si je dis ça? Moi, j'ai posé la voix, peut-être que selon toi, c'est pas ça, mais à quel talent chez toi? Parce que chaque artiste a un petit peu sa particularité. Il y a des artistes, c'est leur charisme, il y en a d'autres, c'est leur voix, peu importe. Mais est-ce que tu penses... Dis-moi, je te laisse. Et moi, ma réussite, je ne le dois ni à mon talent, ni à autre chose. En fait, ma réussite vient d'une certaine organisation dès la base. Okay. Je me suis fait bien entourer. Et j'ai eu une vision, je me suis dit, je fais ça, je dois aller ça. Et au fait, j'ai tracé un chemin avec une équipe commando qui était là. Donc, de plus souvent, j'ai dit, je dois ma réussite à mon équipe. Okay. Tu vois, parce que Musique Sans Frontières, c'est un label que j'ai créé quand je n'étais même pas célèbre. Ok. Je me suis dit, voilà, je vais me faire entourer par cette structure, par ce label.
Je l'ai créé, je suis resté dans ce cadre, le succès est venu. Et jusqu'ici, on est dans ce cadre. C'est vrai qu'il y a eu des signatures avec des grosses maisons de production, mais c'est cette équipe qui a travaillé autour de moi. Okay. Et je vais te dire le plus grand secret chez moi. Et c'est la communication. Okay. Pour moi, à l'ère où je te parle, le talent d'un artiste ne représente que 1%. C'est vrai? Et les 99%, c'est la communication. Qu'est-ce que tu appelles communication dans ce sens? Voilà, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur Coca-Cola et Vinto. Oui. Le marketing qu'il y a autour. Le marketing qu'il y a autour de toi. Un artiste, c'est la communication. L'artiste qui est plus fort que toi en communication, il va aller plus loin que toi, plus vite que toi. Même si tu chantes 10 millions, je ne suis pas le meilleur chanteur, mais en matière de communication en Guinée, rares sont des artistes qui atteignent les 50% de ce que je fais. Ok, magnifique de savoir cela, magnifique. Tu as chanté beaucoup, hein? Tu as beaucoup chanté. Est-ce qu'il y a un morceau à toi que tu préfères le plus? Alale Kabo. Alale Kabo. Oui. Donc, de tout ce que tu as chanté, Alale Kabo, c'est ça qui te parle le plus, c'est ça? C'est ton morceau préféré chez toi? Oui. D'accord. Et c'est quoi l'acapella de Alale Kabo? Un petit acapella. Moi, je peux pas jouer là. Il y a un piano, je te laisserai essayer plus tard quand on a fini. Alors, dis-moi. Lonjanya, lon sebalite, mana kamenu tumbe foima folo, bibi wote foma tu, dolu tumbe nanina, dolu tumbe basila. Dolu tunhe torolale dolu yengbena kono bibi wote kenna tu alumaye marita la te mogosola bi nami toro labahe kairale ye adunya tene oh alale kabo. Magnifique. Je suis resté sans voix. Bravo pour cette prestation. J'espère que vous vous amusez bien parce que là, on n'est pas que dans le dev perso. C'est carrément un concert qu'on vient d'avoir. Ouais. Merci pour cette ouverture que tu as. Merci pour cette facilité que tu donnes aussi aux gens de pouvoir accéder à toi, de te connaître, de découvrir un peu des parties de toi qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu as un dernier message à envoyer à toutes ces personnes qui ont regardé cette interview jusqu'à la fin? Bravo déjà, et je vous signale avant même de terminer que le livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Vous pouvez aller le chercher sur Amazon si vous êtes en Afrique. En Guinée actuellement, il y a rupture de stock. Au Congo, il y a rupture de stock. Mais on va renouveler ça. Il y a des numéros dans la description. Vous appelez et vous commandez vos exemplaires. Alors, est-ce que tu as un dernier message? Je te dirais merci. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer merci à toi. Sur tes réseaux. C'est ce que je disais, il n'y a pas de petite communication. Tu vois, il n'y a pas de petite communication. Et moi, j'ai énormément de respect pour ce que tu fais avant même de te connaître. Ça fait plaisir. Je sais, une fois, tu as partagé une vidéo à moi, je suis tombé là-dessus, ça fait plaisir. Donc, franchement, bravo, je te félicite. Et je t'encourage. Merci beaucoup. Et merci aussi à ces millions de followers. Et sachez que Azaya, c'est pour vous. Il y a beaucoup de grosses surprises qui arrivent qu'on ne va pas étaler ici parce que voilà, j'ai pas le droit de. Si, tu peux. Voilà, sauf si c'est secret professionnel. Voilà. Mais sinon, tu es libre de t'exprimer. Il y a la maison de production qui est là, la production des disques qui est là pour vous informer. Mais restez connectés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et à mes amis jeunes artistes, je vous conseille de vous organiser, d'apprendre la musique. Ça s'apprend, c'est devenu comme une science. D'accord. La musique, ça s'apprend. Et cela fait qu'il y a beaucoup de contrats dans l'industrie musicale que vous pouvez maîtriser, qui va vous permettre d'être très à l'aise dans la suite de votre carrière musicale. Donc, apprenez et faites-vous entourer par des personnes qui connaissent l'industrie musicale, des personnes qui ont une connaissance parfaite des différents contrats et en matière de musique. Et aussi à nos fans de
penser un peu à notre côté humain. C'est vrai que c'est dur. Et il faut diminuer les attaques. Hein? Ouais, qui s'envoie. De la façon dont tu rebondis ça sur la poitrine, envoyer la balle, ça va toujours rebondir sur sa poitrine. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont autour. Merci à Salih qui est là. Merci à Hussein qui est là aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Et puis, c'était Karamo et Azaya cette fois. Suivez vos rêves et ils connaissent le chemin.